Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à New World TV. Bienvenue dans Regard croisé pour ce programme du soir, le tout premier numéro de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons comme d'habitude de 4 sujets. Nous commençons avec la France, avec les nouvelles journées de mobilisation annoncées pour demain mardi contre la réforme des retraites. Nous en parlerons avec nos invités. Après la France, nous irons au Sénégal pour parler également des nouvelles annonces de journées de mobilisation à l'approche du procès Sonko. Nous reviendrons au Mali avec cette procédure judiciaire de dissolution engagée contre un parti politique, le PSDA. Nous en saurons plus avec nos invités. Pour terminer, nous reviendrons au Togo avec le patron de la Banque mondiale, David Malpass, qui est attendu à Lomé dans quelques jours. Et pour en parler ce soir, nos invités sur ce plateau, Germain Pouli, vous êtes directeur de publication de Togo Réveil, vous êtes journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Orbe et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Joa Komitalake, à votre côté, journaliste et directeur de publication d'Afrique Plume. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui ont l'habitude de suivre Niveau TV. Et comme d'habitude, j'ai une pensée à l'endroit de toutes ces personnes qui sont soit des nourrices ou encore des gardiens de paix ou des personnes de sécurité tout au long des immeubles de Lomé au sein des institutions et qui sont un tant soit peu banalisés. Et j'invite sincèrement les patrons de prendre soin et de gérer leur situation. Merci beaucoup, chers confrères. Et pour présenter le troisième invité, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin. Bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Et on souhaite un bon début de semaine à toutes et à tous. Voilà le plateau ainsi présenté. Nous commençons donc avec le premier sujet. C'est la France avec une nouvelle journée de mobilisation mardi contre la réforme des retraites. C'est entre 650 000 et 900 000 manifestants qui sont attendus ce mardi 28 mars pour la 10e journée de mobilisation. Elisabeth Borne veut apaiser la situation en France. Mais déjà, quelle lecture faites-vous de cette situation, Germain? C'est une situation assez complexe d'un point de vue démocratique. Je pense que les dirigeants français, en tout cas la majorité au pouvoir, devraient ou avaient tout intérêt à écouter la population. Mais d'un point de vue économique et financier, je crois que c'est un gouvernement qui est totalement dos au mur et qui croit qu'il s'agit de réformes essentielles et importantes et qui a dû faire un passage en force, utiliser un dispositif assez rare pour pouvoir faire passer cette réforme-là en évitant tout simplement le vote des députés en mettant donc en jeu la responsabilité donc du gouvernement. Et je crois que c'est une situation inédite. Maintenant, est-ce que ce serait cette majorité de Français-là, de toute la France, de toutes les couches socio-professionnelles qui ne démordent pas et qui, malgré donc le passage de cette réforme-là, n'abdiquent pas et espère encore faire changer les choses, ou est-ce que c'est l'exécutif qui a trouvé une pilule qui va guérir donc le système de sécurité sociale et des retraites donc en France, malgré la douleur donc de 64 ans, donc on veut imposer aux Français qui n'ont aucunement envie de travailler, donc jusqu'à ce stade-là. De notre point de vue, voilà, c'est un peu ça l'analyse qu'on fait. Ça aurait été par ici que peut-être le gouvernement allait fléchir ensuite à cette grande mobilisation. Mais voilà, c'est ceux qui nous donnent des leçons de démocratie, qui disent d'écouter le peuple, qui font la sourde oreille, quoi qu'on comprenne aussi la situation, parce que économiquement, il faut mettre en place un système qui puisse tenir et assurer à tous, et surtout aux générations futures, une retraite paisible. La démocratie française mise à l'épreuve, Gabin?
Oui, bon, on peut le dire, mise à l'épreuve, c'est aussi ça l'expression de la démocratie. Il ne faudrait pas que tout le monde regarde dans la même direction. Et quand aujourd'hui, on voit ce qui prévaut en France, on peut dire que bon, la liberté d'opinion est quelque chose d'assez palpable dans ce pays-là. Même avant les élections, la dernière élection présidentielle, la plupart des Français étaient contre ces réformes-là qui avaient déjà été adoptées en Suisse sans grand problème parce que les Suisses avaient déjà eux-mêmes accepté de travailler jusqu'à 65 ans sans qu'il y ait de problème. Maintenant, les Français, eux, disent non, ils ne peuvent pas travailler quand vous savez que... Oui, quand vous voyez que l'espérance de vie en France, c'est à 85 ans et puis l'État doit se charger de payer les pensions de retraite jusqu'à 85 ans, ils se disent mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer ça? Parce que pour quelqu'un qui travaille déjà que le SMIC et les conditions sont toutes réunies pour permettre à ces Français-là de mieux vivre leur vie. Aujourd'hui, si ces mêmes populations-là se disent bon, on ne peut pas travailler jusqu'à cet âge-là pour pouvoir au moins permettre à ce que l'État puisse avoir quelques ressources pour juguler leur période de retraite. Et aujourd'hui, quand on voit dans la population, ceux-là qui sont à même d'accompagner Emmanuel Macron aujourd'hui, ils sont juste les retraités, alors que la réforme ne les concerne pratiquement pas. Ils sont 57% de retraités. Et les 43 autres pourcents retraités disent que bon, ceux-là qui sont d'accord avec Emmanuel Macron, parce que la réforme ne les concerne pas du tout, ils sont juste des gens égoïstes. Pour quelqu'un qui a déjà commencé, parce que la masse de travail en France, déjà à 15 ans, beaucoup de personnes ou bien d'étudiants commencent déjà par travailler, et travailler de 15 ans jusqu'à 64 ans, les gens trouvent cela assez scandaleux. Donc aujourd'hui, ils sont terriblement contre cette réforme proposée par Emmanuel Macron, mais c'est ce que l'État a fait. Moi, je ne trouve pas ça assez scandaleux parce que quand vous voyez la population française aujourd'hui, c'est une population vieillissante. Le taux de natalité pendant ces 10 dernières années a drastiquement diminué et on se demande si dans les 10 ans à venir, cette population-là qui ne veulent pas travailler parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui iront en retraite cette année et dans les 5 ans à venir. Et qui sont ceux-là qui vont aller couvrir ces fonctions-là pendant les 10 années à venir, en attendant que bon, de nouveaux enfants naître ou bien eux aussi, ils vont se mettre dans les histoires de loterie Visa ou autre. Donc il faut parer à toutes ces éventualités-là. C'est ce que l'État est en train de prévoir. Mais la population elle-même est en train de penser à sa propre vie, profiter de leur retraite après une longue période de travail. Chacun presse pour sa chapelle. Mais aujourd'hui, le véritable combat, c'est à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a déjà repoussé cette proposition-là. Je me demande si, après, Emmanuel Macron va encore essayer de reposer le même problème pour que bon, ça puisse être jugulé, ou bien essayer au même moment d'arriver à trouver un compromis, le juste milieu avec ces installés syndicalistes-là. Les mouvements ont pris de l'ampleur et ça devient un mouvement national aujourd'hui. Donc la politique sociale d'Emmanuel Macron est mise à rude épreuve. Il va falloir qu'ils arrivent quand même à discuter avec les intersyndicales parce que les syndicalistes, pour la plupart, les secrétaires généraux disent que le gouvernement n'arrive pas à discuter, à avoir une discussion franche avec eux. Donc, je pense que s'ils arrivent à avoir ces gens-là autour d'une table et à leur expliquer réellement leur réelle motivation, je pense qu'ils pourront retrouver un compromis qui va leur permettre de mener à bien. Parce que là, il y a beaucoup de travaux qui sont en suspens et ce n'est pas bien pour l'économie française. Le compromis est-il possible, Joachim Italaké, parce que la Première ministre tente de rencontrer les différentes parties prenantes dans ce bras de fer qui s'engage entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce qu'il y a un compromis possible? À quoi doit-on s'attendre? Oui, à quoi doit-on s'attendre? Moi, je pense que cette réforme, comme l'a dit mes deux prédécesseurs, c'est une réforme qui est impopulaire. Emmanuel Macron le sait très bien et selon les sondages faits en France, notamment par IFOP et puis paru dans le journal du dimanche, je pense que près de 70% des Français rejettent avec toute l'énergie la réforme qui est en cours en France. C'est l'idéal ici à Emmanuel Macron
qui aujourd'hui qui est taxé comme président des riches, des présidents qui n'écoutent pas vraiment la majorité des personnes jeunes, de lui demander de revenir simplement à la raison parce que cette réforme risque de saper son image en mal, en négatif. Vous savez, cette impopularité de réforme est confirmée lorsque Emmanuel, ou la première ministre, a demandé à esquiver, sinon à essayer donc de passer cette réforme-là, pas par le vote au Parlement, mais en s'appuyant sur donc l'article 49, alinéa 3 de la Constitution française de 1958, qui stipule que le gouvernement engage sa responsabilité en tout cas en mettant en place, en passant en dehors donc du Parlement, mettant en place, pour pouvoir donc promulguer cette loi. Alors, ils l'ont fait, mais la motion de censure que les parlementaires ont pu mener à cet endroit n'a pas eu d'effet. Et actuellement, nous sommes en suspens et nous attendons le seul recours, ou les Français attendent le seul recours qui est la Cour constitutionnelle, de pouvoir donc faire en sorte que cette loi ne soit pas quand même mise à exécution. Maintenant, si cette loi n'est pas mise à exécution et que les syndicats arrivaient vraiment à faire montre et qu'ils puissent vraiment barrer la route à cette loi, moi je pense que la responsabilité du gouvernement étant engagée, la réforme, non seulement la réforme serait abandonnée, mais aussi le gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement va démissionner. Voilà un peu les conséquences. Et ils perdraient en crédibilité ou bien ils doivent démissionner juste pour l'honneur? Non, pas vraiment pour l'honneur. C'est ce qui est dit dans l'article 49, alinéa 3 de la Constitution française. C'est-à-dire que lorsque vous ne passez pas par les parlementaires pour faire voter une loi et que en ce moment, vous engagez votre responsabilité en ne passant pas par le Parlement. Alors, comment vous appelez, cette responsabilité vous engage à ce que vous puissiez démissionner si cette loi n'est pas prise au sérieux par donc la population. Moi, je trouve que Emmanuel Macron, vous savez, c'est un président qui a été admiré beaucoup. Mais pourquoi est-ce que cette réforme n'a pas été faite au premier mandat? Il sait que s'il avait mis au premier mandat, il perdrait vraiment en crédibilité auprès des Français et il aura beaucoup de difficultés donc à passer pour le deuxième mandat. Alors, ici, il faut dire que tous les présidents, je peux le dire, tous les hommes politiques ont des intérêts inavoués parce qu'il faut dire que Emmanuel Macron, en son sein, n'a pas d'intérêt à faire passer cette loi s'il n'y a pas une main derrière qui le pousse à le faire. Je suis désolé de le dire. C'est réel parce que les hommes politiques et tout, il y en a qui sont soutenus dans l'ombre et qui sont obligés de mettre en place des agendas cachés pour satisfaire à ces mains-là qui poussent derrière. Et donc, c'est dommage de l'apprendre et surtout de le savoir parce que c'est une preuve palpable. Sinon, près de 70% de la population rejette cette réforme. Pourquoi est-ce qu'il maintient coûte que coûte? Et je pense que sa vie est menacée par ces personnes qui le tiennent au bout. Germain, réaction sur la question. Emmanuel Macron mené par d'autres mains derrière, poussé. Bon, est-ce qu'il y a des mains noires derrière? Non, je ne pense pas. Je pense que le système de la sécurité sociale tel qu'il est mis en place depuis des années dans certains pays souffre. Et c'est tout simple, hein, les plus jeunes travaillent, cotisent, et on arrive à payer les plus vieux, ceux-là qui ne tiennent plus et qui ne travaillent plus. Et quand la proportion de ceux-là qu'on doit payer est à un niveau élevé, il n'y a plus suffisamment de cotisations pour payer et le système risque donc de s'écrouler. Moi, je pense que c'est ce qui arrive, ou c'est ce qui s'annonce dans plusieurs pays, et plusieurs pays prennent des dispositions pour faire travailler les gens le plus longtemps possible pour éviter cette situation-là. Donc, est-ce qu'il y a des mains noires derrière Macron? Je ne crois pas trop parce que plusieurs pays sont confrontés à ce système. Mais ce que je sais, c'est que les Français sont très attachés à leurs vacances et à la retraite. Ils ont envie de partir tôt comme les autres et de profiter longuement. Vous voyez, certains quittent carrément la France et ils vont dans certains pays où la vie est un peu plus moins chère, où ils vivent très aisément, donc avec leur pension de retraite. Et donc, ils n'ont pas envie de travailler beaucoup plus longtemps. Gabin le disait, en Suisse,
La réforme est passée sans trop de tracas aux États-Unis. Ça fait longtemps que les gens ont trouvé un dispositif pour travailler au-delà de cet âge-là. Donc, même dans nos pays africains, on pense aussi à utiliser les gens après 60 ans parce que on se dit aujourd'hui que parfois c'est à ce niveau qu'ils ont une grande expérience et qu'ils peuvent encore donner donc au niveau du travail, mais en même temps, il faut tenir compte aussi de l'espérance de vie. Et voilà, puis, on pense aussi à la jeunesse qui veut aussi vite travailler, donc on pense que certains doivent passer tôt, mais le système financièrement ne tient plus quand il n'y a plus assez de monde pour cotiser et qu'il faut payer beaucoup de retraités. Donc ça va s'écrouler. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ça qui dirige les autorités françaises. Et Macron a bien fait aussi de ne pas l'adopter lors de son premier mandat, parce que comme il l'a dit, il ne serait pas réélu. Même s'il a été réélu difficilement, hein, s'il avait fait passer cette loi-là, il ne serait pas du tout réélu. Il avait fait une tentative. Hein, oui, avec le gilet jaune. Ouais, mais il a retiré avec l'avènement de la Covid avant de revenir avec ce deuxième mandat. Oui. Bon, il a profité de Covid, mais en même temps, s'il a attendu ce deuxième mandat-là, là aujourd'hui, il n'a rien à perdre. Il n'a pas un autre mandat à solliciter. Mais en même temps, ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui-même. Hein. Je ne pense pas que c'est pour lui-même. C'est pour la France. Économique, il faut rappeler que Macron, quand même, c'est un grand économiste aussi. Hein. Il a bien étudié le système. Et il lui appartient, à mon avis, une fois qu'il a ces charges-là, de pouvoir bâtir quelque chose dont pourraient profiter ceux qui viendront après. Mais après, je crois que c'est tout le système qui souffre. C'est un système qui a fait ses preuves, mais aujourd'hui, l'espérance de vie est encore repoussée dans certains pays dont les gens vivent longtemps. Ils partent à la retraite presque encore jeunes. Oui. Et donc, ils sont payés et ils vivent longtemps. Donc, c'est lourd. C'est lourd à supporter. Et donc, pour les générations qui arrivent et les générations futures, c'est des systèmes qui risquent de s'écrouler s'ils ne sont pas réformés à temps. Je pense que c'est ce que Emmanuel Macron essaie de faire dans la douleur. Maintenant, vous l'avez dit, la chef de gouvernement a été instruite par le président pour rencontrer plusieurs partenaires sociaux, les partis politiques, les groupes parlementaires, les syndicats, les organisations professionnelles et tout ça, pour essayer de calmer le jeu. Parce qu'on sait que c'est une réforme impopulaire, il n'y a pas une grande adhésion, mais je crois qu'elle est nécessaire et le gouvernement veut finalement convaincre et trouver aussi d'autres paliers, d'autres secteurs dans lesquels il pourra se rattraper en écoutant mieux les travailleurs, donc notamment sur la question de pénibilité au niveau des seniors, sur la reconversion, un certain nombre de sujets. La chef du gouvernement promet qu'elle n'entend plus utiliser cet article-là, le 49.3. Oui, en dehors des aspects financiers. Ça a été très rare dans cette législature. Elle a fait quand même un certain bilan montrant qu'il y a quand même eu 11 lois qui ont été votées sur 12 sans passer par ce dispositif et que c'est seulement les lois sur le budget, sur les finances, parfois quand il n'y a pas accord et quand le gouvernement est convaincu que c'est le passage obligé, donc il est obligé de faire le forcing et c'est ce qui est en train de se faire. Espérons que à partir de la semaine, à partir en tout cas du 3 avril, il y a ces rencontres-là qui vont s'ouvrir. Ça permettra d'apaiser un peu cette France-là qui n'en démord pas et d'ici demain, ce n'est pas exclu qu'on assiste encore à d'autres casses et à d'autres violences. Ah ouais, justement, on ne sait pas de quoi sera fait demain, réforme impopulaire, mais est-ce nécessaire selon vous, Gabin? En 2 mots, réforme impopulaire mais nécessaire? Ouais, il faudrait qu'on sache que Macron, il a la gestion d'un pays et le doyen vient de le dire, ce qu'il fait, c'est pas pour lui-même, il le fait pour la France et pour la pérennité d'un État, pour la stabilité économique d'un État, il va falloir prendre des décisions, même si cela ne plaît pas à une frange
une grande partie de la population. C'est très important. C'est aussi ça le centre de la responsabilité. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron a la lourde responsabilité de mettre la France sur les rails après la période Covid et aujourd'hui la guerre russo-ukrainienne, la situation financière, même si on peut dire que la croissance économique sous Emmanuel Macron, plus de 0,9%, est nettement meilleure par rapport à la croissance des deux derniers présidents, à savoir François Hollande et Nicolas Sarkozy. Oui. Donc aujourd'hui, il est en train de faire un travail, il va falloir lui laisser faire son travail. Et à un certain moment dit, il faut faire le bonheur des enfants, même parfois contre leur volonté. Donc ce qu'il fait aujourd'hui, peut-être aujourd'hui les gens vont le voir comme bon, c'est une mauvaise chose, c'est ce que les Français disent aujourd'hui, mais 10 ans, 20 ans après, ils sauront que réellement ce qu'il est en train de faire, c'est pour la France. Parce que bon, Emmanuel Macron, il est dans son dernier mandat et il n'a plus pratiquement rien à perdre. Donc il y va. Et c'est pour la France, c'est pour l'intérêt de la France. Il va falloir que ces syndicalistes-là voient aussi ce côté. Parce qu'après eux, il y aura quand même une autre génération qui doit suivre. Et cette génération-là ne doit pas payer parce que eux, ils ont voulu profiter de leurs vacances au lieu de travailler pour l'État. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une question de gestion. Et Emmanuel Macron, on lui a donné un mandat. Il est en train de gérer. Bon, il va falloir que les Français lui fassent confiance. Hein. Moi, dans quelques années, bon, il va partir. Mais qu'est-ce qu'il aura à laisser? Donc, il a à cœur de pouvoir laisser quand même un État assez stable économiquement et viable pour les prochaines progénitures. Merci beaucoup, Gaben. Nous allons marquer la première pause, puis on revient pour la suite de cette émission.